Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Merci à toutes et à tous d'être ici avec nous pour cette session avec Conto, Marjorie de chez Conto, qu'on va présenter. Moi, je suis Antoine Benjamin de chez Welcome to the Jungle, et donc on va parler beaucoup de marque employeur. Pour commencer, on va se présenter, enfin plutôt Marjorie va se présenter. Donc Marjorie, tu es Talent Acquisition Director chez Conto. Peut-être pour avoir un petit peu de background, ça nous intéresse de savoir un peu quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené dans le domaine du recrutement. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi c'est Marjorie, donc Talent Acquisition Director chez Conto. Donc je ne vais pas tout de suite commencer dans le recrutement. Moi j'ai plutôt commencé dans l'industrie de la mode et du luxe, plutôt côté produit, pour assez rapidement transitionner vers le recrutement, d'abord en cabinet, et à nouveau toujours spécialisé plutôt dans l'univers dans le secteur du retail et plutôt mode et luxe. Et en fait, qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre Conto ? C'est tout simplement parce que moi j'étais passionnée plutôt par l'expérience candidat, et j'avais cette frustration que beaucoup peut-être de consultants en recrutement ont, de pas pouvoir assez maîtriser en fait cette expérience candidat de bout en bout, et de recruter plutôt des CV au lieu des compétences. Donc c'est ça qui m'a amenée à découvrir l'univers passionnant de la tech et de la start-up. Du coup chez Conto, qui est une entreprise qui maintenant a 6 ans d'existence et qui est tout simplement une solution de gestion financière pour les petites et moyennes entreprises. Alors donc toi, tu as rejoint Conto quasiment au début, en fait, un an après, c'est ça ? Il y a 5 ans ? C'est ça, à peu près. Il y avait déjà 1 an et demi de boîte derrière, et on était une centaine. Donc voilà, au tout début. Et alors j'imagine que, évidemment, la boîte a beaucoup changé et que les problématiques de recrutement ont beaucoup changé. À l'époque, c'était quoi vos enjeux quand tu as commencé ? Ça a tout de suite été l'hypercroissance. Parce que moi, j'ai rejoint, du coup, il y avait déjà ma manager qui est toujours là, qui est du coup notre DRH. Et justement, elle cherchait à constituer son équipe et à renforcer au niveau du recrutement. Moi, je les ai rejoints vraiment en tant que recruteuse. On a dû tout simplement faire grossir les effectifs, puisque en 10 ans, on a multiplié par 10, puisqu'aujourd'hui, on est plus de 1000 collaborateurs. Et tout ça, c'est fait. Certes, on a racheté une boîte l'année dernière, mais ça représentait une centaine de collaborateurs. Pour tout le reste, c'est vraiment par du recrutement. Et donc, c'est pour ça que moi, mon rôle, ça a été vraiment de monter l'équipe recrutement. Et donc là, on est toujours une vingtaine de recruteurs chez Conto. Donc c'est intéressant parce qu'en effet, tu voulais à la fois t'investir sur l'expérience des employés et en même temps, tu as dû quand même gérer une phase d'hypercroissance avec beaucoup de volume. J'imagine qu'aujourd'hui, vos enjeux de recrutement sont peut-être un peu différents. Vous en êtes où ? Alors, on doit toujours recruter, donc ça ne change pas. On est à peu près sur un rythme de 10 personnes par semaine à recruter. Mais c'est vrai que les enjeux ont quand même changé, dans le sens où aujourd'hui, maintenant, avec une taille d'entreprise de plus de 1000 personnes, aujourd'hui, on a des enjeux forts en termes de diversité, et notamment tout simplement parce qu'on est dans le secteur tech, et on sait qu'en moyenne, dans le secteur tech, les femmes représentent que 30% des effectifs. Donc nous, on a de la chance, entre guillemets, d'être aujourd'hui à 44%. On a notamment, l'année dernière, augmenté de 4 points la parité. Mais il y a encore un gros travail à fournir, notamment au sein de nos équipes tech, puisqu'on sait qu'en Europe, en moyenne, les développeurs femmes représentent que 17% des effectifs. Donc il y a un vrai gros travail à fournir, et on peut le voir aussi là avec ce qui s'affiche à l'écran. Ça, c'est justement notre index Sega Pro. Et il y a 2 ans de cela, il était à 75 sur 100. Donc on a dû aussi fournir un gros travail, pas uniquement travailler sur la parité, mais sur la parité à tous les niveaux dans le career track, et aussi sur l'égalité salariale. Donc c'est vraiment une progression assez impressionnante. Et dans la mise en place de cette stratégie, en quoi est-ce que pour vous la marque employeur a été importante à développer ? Effectivement, ça a été très important. Donc nous, on travaille sur vraiment 3 piliers. Le premier pilier, ça va être vraiment sur de l'aspect de sensibilisation. C'est assez logique, que ce soit à l'externe, parce que c'est important pour nous d'adresser
les causes racines, comme j'ai expliqué. En fait, il y a un écart dès le départ quand on sait qu'il n'y a que 17% de femmes disponibles pour les développeurs. Et ensuite, ça va être aussi la sensibilisation en interne. Donc, on travaille ça dès, par exemple, l'onboarding. Ça a fait écho à ceux qui étaient là ce matin, où on va sensibiliser dès le départ nos collaborateurs, leur montrer à quel point, pour nous, ces sujets-là, c'est important. Donc, il y a un petit cours, on va dire, un peu en self-service au tout début de l'onboarding. Après, il y a des actions très concrètes de recrutement qui sont faites, avec évidemment un gros travail sur les biais, un gros travail sur l'écriture de job ad inclusive, gros travail lors d'évaluation des candidats, avoir avec un panel de recruteurs bien diversifié. Et enfin, évidemment, si on recrute les personnes mais qu'on n'a pas le bon terreau, ça ne marche pas. Donc un vrai travail cette fois-ci pour créer un environnement qui soit le plus inclusif possible. Et enfin, cette année, il y a eu un changement un peu en termes de stratégie, puisque avant c'était une stratégie très descendante, et on a décidé cette fois-ci d'avoir une stratégie plutôt ascendante, c'est-à-dire de donner vraiment la parole à nos collaborateurs et adresser vraiment les causes qui les importaient. À ça s'est ajouté un programme d'employé advocacy, où on souhaitait aussi leur donner tous les outils, les équiper justement pour qu'ils puissent aussi prendre la parole à l'externe et pouvoir justement communiquer et que pour les candidats, ils puissent s'identifier aussi en ayant en fait vraiment des parcours de nos collaborateurs, en exemple. Voilà, et donc là, ce qu'on voit un petit peu, c'est que vous leur donnez la parole aussi sur des articles dans Medium, où vous avez une série en cours sur la diversité, et puis vous mettez évidemment, comme tu disais, en avant les profils des personnes chez vous. Et ce qu'on voyait un petit peu avant, c'est que vous avez aussi mis en place des partenariats, hein, notamment pour la sensibilisation et pour les formations en interne. Donc c'est une démarche qui est quand même extrêmement complète. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à travailler particulièrement avec Welcome to the Jungle dans ces enjeux de marque employeur ? Alors, on a travaillé dès le début avec Welcome to the Jungle, et pour l'anecdote, moi j'ai rejoint Conto grâce à Welcome to the Jungle. En fait, dans mon ancien cabinet de recrutement, j'avais découvert Welcome to the Jungle, et c'était des pratiques, on va dire, pour moi vraiment très innovantes. On était assez loin de tout ça, sans être dans les grands clichés. On va dire, les maisons avec lesquelles je travaillais n'étaient pas forcément, on va dire, à la pointe sur l'expérience candidat. Et je trouvais ça génial. Ça changeait totalement des job boards que je connaissais. Moi, je connaissais avec Fashion Job à l'époque, donc c'était vraiment avant. Et là, c'était pas juste un catalogue d'annonces, c'était vraiment en fait une vraie vitrine sur l'entreprise. C'est comme une porte ouverte en fait virtuelle. Et donc, au départ, nous, quand on s'est lancé, personne ne nous connaissait. C'est sûr que maintenant, on a une marque employeur qui est forte, et parce qu'on l'a beaucoup développée, notamment grâce à Welcome to the Jungle, puisque aujourd'hui, 70% de nos recrutements viennent grâce aux applications, ou enfin en candidature, ou au programme de cooptation. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Avant, on était plutôt vers, on va dire, il y a encore 2 ans, c'était 50%. Donc, on fait que progresser. Et donc ça nous a permis vraiment de pouvoir parler, de pouvoir dire qui on était et de pouvoir être plus que simplement une offre d'emploi. Et donc du coup concrètement sur les actions spécifiques de diversité et d'inclusion qui prennent une grande place, vous, dans votre stratégie de marque employeur, en quoi est-ce que la vitrine que vous utilisez vous permet justement de mettre en avant ces spécificités ? Tout simplement, ça nous permet de mettre en avant nos collaborateurs. Donc à nouveau, je parlais tout à l'heure de rôle modèle. Ça permet du coup aux candidats de se projeter, de s'identifier, de découvrir qui pourrait être potentiellement leur futur manager. Ça permet aussi vraiment de pouvoir donner un peu plus d'éléments, de plus parler de justement quelle est en fait notre stratégie impact, comment nous on pense la diversité. Donc tous ces éléments-là vont plus loin justement qu'une simple job ad où on a peu de place pour tout expliquer. Et on a aussi la possibilité de renvoyer justement vers les articles qui sont écrits par nos collaborateurs grâce notamment à ce programme d'employé advocacy.
Et alors du coup, c'est la question à 1 000 $, c'est est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a eu en fait un avant et un après Welcome? Et s'il y a eu un après, comment est-ce que ça s'est illustré pour vous, au-delà évidemment du nombre de recrutements que vous avez, mais sur l'impact sur votre politique de diversité et d'inclusion? Oui, oui, ça a marché dans le sens où moi j'aime bien la data. Donc si on regarde la data, si je prends l'année dernière comme exemple, on a fait 44% de nos recrutements qui étaient des femmes et toutes sources confondues. Maintenant, si je regarde uniquement la source Welcome to the Jungle, 50% de nos recrutements étaient des femmes. Et ça, pour avoir aussi beaucoup parlé avec nos dernières recrues grâce à des études, que ce soit quantitatives mais aussi qualitatives, pour comprendre qu'est-ce qui les avait donné envie de nous rejoindre, justement, pour encore plus développer ces actions, ça a été les preuves, en fait, qu'on a portées sur notre stratégie diversité. Parce que des fois, on peut avoir des beaux mots, mais peut avoir une défiance des candidats de dire est-ce que c'est vraiment authentique? Et qu'est-ce qui va rendre la chose authentique? C'est justement quand elle va avoir une page avec nos collaborateurs très divers, avec des parcours divers, beaucoup de nationalités. Nous, on a plus de 70 nationalités chez Conto, parce que la diversité, c'est pas que hommes-femmes, c'est aussi important de l'avoir en tête. Et aussi, tout simplement, quand elles vont voir les chiffres, puisque ce qui est bien avec Welcome to the Jungle, c'est qu'il y a un petit encart au départ, voilà, comme on peut le voir là à l'écran, avec des chiffres. Donc évidemment, ce qui est mesurable, on l'a mis de suite, c'est la parité. Mais après, comme je disais, on a aussi tous les exemples avec tous nos collaborateurs. Alors, au-delà de ces aspects de la vitrine, et on s'en parlait en préparant le call, il n'y a évidemment pas uniquement la façon dont on met en avant sa marque employeur et son entreprise visuellement, mais aussi la façon dont vous, spécifiquement, vous écrivez aussi les annonces. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur l'attention que vous avez mise sur ces annonces? Oui, tout à fait. Donc, on est bons élèves. On a suivi aussi les best practices justement partagées par Welcome to the Jungle. Il y a un gros travail. Alors ça fait partie de notre ADN d'amélioration continue. Donc, moi, j'ai des outils qu'on appelle chez moi, on va dire dans mon équipe où il y a des personnes qui sont dédiées à ça. On va dire fréquemment, à peu près tous les 6 mois, quoi qu'il arrive. On se repose sur les annonces et on se repose la question, est-ce qu'on est toujours dans les meilleurs on va dire, est-ce qu'on fait toujours les bonnes choses pour attirer les bons candidats? Et donc, nous, on a fait un gros travail dessus, où il y a, pour être très très concrète, il y a 2 choses qu'on utilise qui font la différence, qui ont été ajoutées récemment. On utilise un outil qui nous permet de décoder, vérifier vraiment si nos annonces sont inclusives. On parle notamment en termes de langage, pour être sûr d'attirer vraiment un large panel de candidats et pas juste cibler, par exemple, uniquement que des hommes. Donc ça, c'est une première bonne practice. Et ensuite, on a ajouté aussi une petite description du manager, parce qu'on sait que le candidat il va rejoindre pour une entreprise. La vitrine permet vraiment d'expliquer qui on est en tant que boîte, mais aussi va rejoindre, certes pour les missions, mais pour l'équipe, pour le manager. Donc on a vraiment, voilà, comme on peut le voir ici, une petite description. Donc on demande vraiment au manager de l'écrire, de mettre en avant ce qui fait la différence, qui il est, un lien vers son profil LinkedIn. Et donc de suite, ça projette, on va dire, un peu plus le candidat dans la réalité de son job et ça lui donne envie. Et même s'il veut, il peut directement contacter le manager via LinkedIn s'il a des questions ou autres. Donc à nouveau, c'est vraiment une question d'authenticité et de projeter et de voir quelle est la différence entre une annonce chez Conto et une annonce dans une autre boîte. Parce que par exemple, moi, en tant que recruteuse, je vais toujours voir les mêmes choses. Si je postule, par exemple, chez Alan ou chez Conto, oui, je me doute bien que je vais voir des CV, que je vais faire des interviews, mais ça va être quoi la différence, en fait? Ça va être vraiment la boîte derrière ou le manager, les équipes. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans nos job ads. Donc on voit quand même la marque employeur, il y a un véritable travail de préparation, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui est là qui s'occupe spécifiquement de la marque employeur chez toi. Pour les personnes dans la salle qui sont confrontées un petit peu à des problématiques similaires aux tiennes sur la marque employeur, tu leur donnerais quoi comme conseil pour travailler justement leur marque employeur? C'est un peu tarte à la crème, mais je dirais quand même le plus important, c'est vraiment rester authentique et c'est faire en sorte que la marque employeur fasse vraiment écho à la culture
Et c'est pas si facile que ça, en fait, des fois, d'être clair sur la culture. Des fois, on a ce qu'on aura envie d'être, ou ce qu'on pense qui est tendance d'être. Et en fait, la vraie culture, celle qui est au quotidien. Et je pense qu'il y a un vrai travail déjà de comprendre qui on est, vraiment, versus qui on aimerait être. Donc je dis ça parce que pour l'anecdote, nous, au tout départ, donc j'étais même pas encore chez Conto, premier séminaire, ils se sont dit on va se mettre autour de la table, on va définir notre culture. Et donc ma manager de l'époque leur a dit alors là vous faites complètement fausse route. En fait la culture elle vient des deux fondateurs. Donc déjà quelle boîte vous avez envie de créer. Et c'est ok d'avoir une culture clivante. C'est limite tant mieux. Ça voudrait dire que les personnes qui nous rejoignent nous rejoindront pour les bonnes raisons. Et par contre, celles qui ne seraient pas OK avec cette culture, encore heureux que dès le départ, elles se disent bien, je ne vais pas perdre mon temps avec cette entreprise. Et donc pour nous, c'est très important, ça doit se refléter justement dans toutes nos actions employer branding. Après, c'est comme je l'expliquais, vraiment d'arriver à changer un petit peu en termes de paradigme et à essayer de vraiment donner la parole à nos collaborateurs. Donc cette approche plutôt ascendante que descendante et à nouveau changer d'un côté un peu plus, là c'est plutôt sur les parties diversité, mais de côté un peu plus compliance. Ok, je dois avoir la parité parce que c'est les bonnes pratiques et les guidelines du gouvernement. Ok, je dois avoir 6% de mes employés en situation de handicap, pour essayer de plus d'être dans l'innovation et de suivre les actions qui nous correspondent en tant qu'entreprise, qui soient en lien aussi avec nos stratégies business, parce que c'est ça qui va permettre d'engager tout le monde, que ce soit évidemment l'équipe dirigeante, mais aussi les employés. Du coup, belle transition aussi, pour justement avoir vraiment le soutien de l'équipe dirigeante et d'avoir des objectifs communs de boîte, justement sur à nouveau les aspects diversité. Et donc c'est pour ça que nous cette année on a mis en place, parce que beaucoup de boîtes ont déjà, mais pour nous c'était nouveau, tout ce système, cette méthodologie OKR, et on a vraiment un OKR sur la partie RSE. Donc ça aussi, ça nous aide, ça nous apporte vraiment du poids, de la force, et ça permet de rassembler et d'avoir vraiment derrière une bonne stratégie qui en découle. Oui, donc c'est important de voir qu'il faut que, en tout cas, la diversité, la RSE soit un des objectifs à part entière de l'entreprise pour éviter de la traiter un petit peu de côté. Et sinon, donc, vous, c'est quoi vos prochains projets, les prochaines initiatives que vous allez lancer en matière de diversité et d'inclusion ? On a deux, je dirais, on en a plein, hein, mais je vais juste m'attarder sur deux gros challenges, deux grosses nouveautés. Déjà, on lance des ERG, donc peut-être vous êtes tous familiers avec ce terme, moi je l'étais pas il y a peu. Donc c'est Employee Resource Group. À nouveau, c'est en lien avec ce que j'ai expliqué, cette idée de stratégie ascendante, où cette fois-ci, on laisse vraiment la liberté à nos employés de choisir les causes, de se rassembler autour de causes communes. Donc là, il se trouve qu'on a lancé le premier il y a un mois à peine, et qui soutient la cause LGBTQ+. Donc c'est parfait en termes de timing, puisqu'on est mois de juin, mois des fiertés. Et on en a deux autres là qui émergent. Un qui est plutôt sur la partie, on va dire, égalité des chances. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième enjeu. En gros, on a fait une enquête, à nouveau dans cette idée de donner la parole aux employés, pour savoir quelle était la cause après justement les femmes, le handicap, pour être un peu plus dans l'innovation. Et ce qui en ressorti, c'est que tout le monde voulait un peu travailler sur un aspect un petit peu plus de multiculturalisme, de socio-économique background un petit peu plus divers chez Conto. Et donc là, on a vraiment un petit groupe de travail pour se dire quelle est vraiment la situation versus les croyances et quelles actions on va mettre en place pour apporter un peu plus de diversité à ce niveau-là. Donc il y a plein d'idées de mentorat, de travail avec des associations. Donc là, c'est super excitant, on va dire, de bosser sur ces aspects-là. Et peut-être hors D&I, vous avez d'autres grands chantiers sur le recrutement dans l'année qui vient ? Oui, parce qu'il y a 2 ans, on a ouvert du coup nos bureaux en Europe, parce qu'avant nous étions basés que en France. Donc là, on doit continuer vraiment à recruter des talents dans tous nos bureaux, donc en Espagne, en Allemagne, en Italie, mais aussi en Serbie. Donc c'est des vrais challenges en fait d'aller recruter les talents. Et on a un autre challenge, donc c'était beaucoup la thématique ce matin, sur tout l'aspect remote. Nous, on est une entreprise hybride.
En fait, on veut les deux. On veut pouvoir avoir du remote, on veut pouvoir avoir du présentiel. C'est pour moi le meilleur des systèmes et le plus dur. Et on est justement à faire écho à la conférence de ce matin, plutôt pour l'instant dans une juxtaposition. Et donc, on se pose beaucoup de questions pour essayer d'avoir vraiment un système le plus juste possible, garder l'innovation qui a été vraiment notre force, notre rapidité aussi d'exécution, mais aussi se poser les questions sur l'équilibre vie pro, vie perso, la qualité aussi de vie de nos collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment les gros chantiers du moment. Et alors pour conclure, avant de passer aux questions de la salle, s'il y en a, justement, vous êtes quand même, toi et ton équipe, dans une position privilégiée pour voir un petit peu comment les attentes des candidats que vous avez en face de vous évoluent. Pour toi, c'est quoi les grands éléments que tu as notés ces derniers temps en termes d'attentes des candidats, que ce soit l'environnement de travail ou les objectifs, les challenges qu'ils cherchent? Je trouve ça toujours un petit peu dur de répondre parce que on rencontre tellement de personnes différentes. Ça va vraiment dépendre à quel stade de vie on est. Nous, on commence aussi à avoir justement alors on reste une entreprise très jeune, en moyenne, vous pouvez le voir, c'est 30 ans, mais il y a eu des changements. On a eu de plus en plus de parents. Maintenant, c'est 20% de nos collaborateurs. Donc évidemment, si j'ai en entretien un jeune diplômé, les attentes vont pas être tout à fait les mêmes que, par exemple, un jeune parent. Donc c'est pour ça que tout l'enjeu, c'est essayer d'arriver à couvrir tous les besoins des collaborateurs. Mais effectivement, ce qu'on a tous en tête, cette flexibilité est énormément demandée et les gens veulent tout. Veulent à la fois le côté justement, je veux avoir du remote, mais je veux aussi avoir des super bureaux. Et donc, en tant qu'entreprise, c'est difficile de répondre vraiment sur les deux aspects. Donc, il y a cette partie-là, et après, il y a toutes les parties où les gens sont extrêmement séduits. On va en parler tout à l'heure, la semaine de 4 jours. Mais moi, derrière, ce que j'aime bien comprendre, c'est qu'est-ce qui va motiver un petit peu ces envies. Et au lieu de se dire... on ne peut pas mettre en place, par exemple, la semaine de 4 jours. Ah non, c'est pas le bon timing. Qu'est-ce que derrière, en fait, ça veut dire, cette attente, et comment on peut l'adresser différemment? Donc, ça rejoignait ce dont je parlais, peut-être la question de se dire, on va potentiellement juste revoir la façon dont travaillent les personnes et peut-être avoir des jours, au lieu que ce soit des jours où on travaille sur nos cas habituels, on va peut-être faire du bénévolat. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose de très positif parce que ça nourrit, en fait, ça apporte d'autres compétences qui vont être aussi tout aussi profitables pour l'entreprise. Voilà. Donc en effet, chez Welcome to Jungle, on a la semaine de 4 jours, donc on pourra s'en parler. Et pour celles et ceux que ça intéresse, on a aussi récemment sorti un rapport sur les attentes des candidats, justement par génération et par tranche d'âge. C'est ce que tu expliquais, quand on est jeune, quand on est un parent, quand on est plus senior, on a évidemment les attentes un petit peu différentes face à l'environnement de travail qu'on a. Il est temps d'ouvrir aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, je voulais savoir quel outil vous aviez utilisé pour l'analyse des offres. Est-ce que c'est l'outil à compétences égales, l'analyseur, ou est-ce que c'est autre chose? Pour le décodeur, c'est ça. J'ai plus le nom en tête, mais je pourrais vous envoyer la référence. On a écrit un article sur Medium là-dessus. Je sais plus exactement non, il est pas dessus. Je sais plus exactement le nom, mais je peux vous le trouver tout de suite après. Tu l'as, Maëlys? Gender Decoder. Oui, voilà, c'était pour enlever les biais de genre, c'est ça, dans les annonces. C'est ça, on met en fait tout simplement le texte. Vous le connaissez? Ouais, ça doit être la même chose. Bonjour. Moi, j'ai une question. Quand on voit tout ce que vous faites, ça fait rêver. Est-ce que ça a un impact sur votre attrition, enfin votre turnover? C'est une bonne question. Effectivement, oui, parce que tout le travail sur la partie inclusivité, c'est justement fait en sorte pour aussi retenir nos talents. Parce que la première phase de Conto, où là, du coup, moi, j'ai dû énormément m'investir, c'était sur cette partie, on construisait un petit peu la machine pour attirer les talents. Là, on est
dans une phase où on investit énormément pour la rétention et la formation de nos talents. Donc effectivement, ça a un impact aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a vraiment des objectifs pour faire en sorte que notre churn ne monte pas trop, parce que sinon, nous, on passe notre temps à remplir un tonneau qui est percé. Et on est dans un secteur extrêmement compétitif. Donc oui, et donc c'est pour ça que tous les sujets d'IA, il faut vraiment les voir pas que dans un enjeu sociétal, mais aussi tout simplement, et après ça dépend, certains ont des arguments qui leur parlent plus que d'autres, d'innovation, de performance, de rétention des talents. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je peux tenir un silence très longtemps. Bon, bah, merci beaucoup Marjorie. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.